Je vous ai déjà parlé plusieurs fois en stream du fait que la lutte, pour moi, la lutte pour le genre ou pour la race sociale, pour la lutte marxiste en règle générale, n'est pas une lutte d'identité. C'est-à-dire que c'est pas une lutte identitaire, on n'est pas en train de défendre des identités ou l'existence d'identité. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus une question d'organisation sociale et une question de classe sociale. J'espère aujourd'hui, du coup, avec cette vidéo, qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de tout ça, puisque du coup, on a cette vidéo de Histoire Crépue qui vient de sortir, qui s'appelle La race définit-elle le genre? Et moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup, parce que les interactions entre les différents stigmates qu'on peut avoir dans la société, bah en fait, c'est intéressant, et c'est un peu la base de comment est-ce que moi je pense le monde aussi. Donc ça me semble cool d'aller par là. Moi, en règle générale, j'ai tendance à essayer d'avoir un discours qui dépasse l'intersectionnalité, qui va plus loin que l'intersectionnalité, tout comme d'ailleurs sur la question de l'identité. C'est-à-dire qu'en fait, mon discours, ça veut pas dire on s'en fout des identités. C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai plutôt un discours qui dit que les identités émergent à la base d'organisations sociales, tu vois. C'est comme par exemple, genre avec, je sais pas moi, on va dire l'identité ouvrière. L'identité ouvrière, elle vient d'abord du fait que t'es ouvrier. Et bah, l'identité trans, c'est un peu pareil. Et moi, c'est comme ça que j'analyse un peu ce truc-là. Donc en vrai, très très hâte de voir ce qu'ils vont en dire. Peut-être que je serai pas d'accord sur tout, peut-être que je serai un peu d'accord. On va voir. Ça va être super. C'est parti pour. Je crois que t'as l'album de Orelsan. Non, c'est vrai que j'ai pas fait de VOD sur le React par rapport à Aurel. C'était pendant que je jouais à Elden Ring et tout. Franchement, genre, je l'ai pas publié. Puis c'était beaucoup de montage. Désolé. C'est parti, du coup, pour cette vidéo. Si je te dis que la race est un genre à part entière, tu me crois? Non? Tant mieux. Car le but ici, c'est d'élargir Ouais, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. radicalement notre façon de penser la race. Pour ça, je vais t'expliquer comment le genre est au service du racisme. Reste avec moi. Il y a Et d'ailleurs, pour moi, le racisme est aussi au service du genre. Et ça va un peu dans les deux sens. un mois, j'ai publié un post, pas très exhaustif j'avoue, sur mon compte afin de dénoncer une rhétorique autour du génocide en Palestine. Une lecture féministe, libérale, humanitaire, dépolitisée qui met l'accent sur le sort particulier des femmes palestiniennes tout en effaçant les hommes palestiniens. Ouais, ça c'est un peu fatigant. Genre, je veux bien qu'il y a la phrase un peu classique de les femmes et les enfants, mais genre, ouais, je sauver un peu tout le monde quand même. Hein, genre, je dis, on n'est pas censé réfléchir en termes genre de, il faut maximiser pour pouvoir faire de la reproduction, je sais pas quoi. Genre, c'est bizarre un peu en vrai, en vrai. Ce discours va de pair avec l'indignation pour le sort des enfants et les femmes à Gaza, considérés comme civils, ce qui sous-entend que les hommes palestiniens, eux, seraient forcément combattants du Exactement. Hamas, donc terroristes. En fait, cette rhétorique déshumanise les hommes palestiniens qui vivent une misandrie raciale et coloniale. Du fait de leur genre, ils sont la cible d'une diabolisation des médias, d'un acharnement carcéral, criminel, meurtrier de l'armée et de l'État d'Israël. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Je sais pas, en fait, je sais pas quand est-ce que je vais caler ma parenthèse, mais du coup, j'ai quand même envie de la caler un petit peu. Lorsqu'on a fait la FAQ, je sais pas si vous l'avez vu en VOD il y a pas longtemps, on m'a posé la question de qu'est-ce que je pensais du travail de Bobati, concrètement. Bobati, si vous voyez pas, c'est un mec un mec trans qui écrit c'est un sociologue, qui fait plein de trucs par rapport à la sociologie qui sont relativement intéressants. Et on m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais, et à ce moment-là, j'avais pas forcément l'avis le plus affûté. Donc, j'en ai un peu parlé autour de moi. Et je me suis dit, vas-y, ce serait l'occasion de faire un petit retour justement sur ça. Et je pense que ça s'en sert pas mal dans ce qu'il raconte justement dans cet épisode-là. C'est-à-dire que moi, du coup, je vous ai déjà dit, je perçois les choses comme étant des classes sociales. C'est-à-dire que pour moi, femmes et hommes, c'est des classes sociales. C'est-à-dire que c'est une place, une position spécifique que tu à l'intérieur de l'organisation sociale, et il s'avère qu'au sein de cette organisation sociale, il y a une classe de dominé, une classe de dominant. C'est pas des classes qui sont équivalentes. Et en fait, ça se pense sur deux dimensions différentes. Regardez, par exemple, admettons que ça soit genre la classe sociale, tu vois. Genre, genre en gros, ici, tu vas avoir les prolos, ici, tu vas avoir les bourgeois. Et en mode, t'as cette espèce d'entre-deux, etc. Et en fait, si tu veux penser par exemple la question du genre, tu peux pas la penser sur uniquement cet axe-là. Et en même temps, genre, tu peux pas juste dire que c'est parfaitement relié. C'est-à-dire que t'es obligé de réfléchir en plus de dimensions. Genre, par exemple, ah, hop, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. Hop, avec ici, du coup, tu vas avoir en bas les femmes et en haut les hommes, par ordre de domination, tu vois. Et du coup, bah, par exemple,
tu peux pas vraiment établir de supériorité ou de négativité entre, je sais pas, moi par exemple, une femme bourgeoise et un homme prolo. Bah en fait, en fonction de d'un certain axe, la femme bourgeoise, elle aura des privilèges par rapport au mec prolo, et à l'inverse, le mec prolo va avoir certains avantages dans certains contextes, dans certaines conditions, par rapport, euh, par rapport à la meuf. Et donc en fait, il faut réfléchir les choses pour moi selon ces différentes dimensions. Et tu peux évidemment du coup rajouter la race sociale. Ça fait un diagramme à 3 axes. En gros, c'est comme ça que je pense les choses. Bref, non, c'est pas tout à fait le diagramme de l'appât du team, hein, au passage, les gens. Le diagramme de l'appât du team, c'est t'as un graphique où de gauche à droite, t'as le rapport travail-capital. Donc plus t'es à gauche, plus tu travailles, plus t'es à droite, plus t'as tes revenus du capital. Attendez, il faut que je pense à l'envers, pardon. Plus t'es à droite, plus t'as des revenus du capital, plus t'es à gauche, t'as des revenus du travail. Et ensuite, le deuxième axe, c'est pour savoir à quel point t'as du contrôle sur les gens, en gros. C'est genre à quel point tu diriges des équipes ou à quel point tu as un peu ce pouvoir décisionnel, on va dire. Et ça, c'est plutôt cet axe-là. Voilà, ce qui va de bas en haut, quoi. Donc, c'est pas du tout le même graphique, hein. Moi, c'est beaucoup plus un truc qui sert. C'est plus un truc de pensée pour comprendre que, en fait, tu peux pas, genre, penser la pure domination. Genre en mélangeant les axes, parce que du coup, t'es sur 2 dimensions et c'est compliqué, tu vois. C'est genre, par exemple, si je te fais un graphique comme ça et que je te mets un point là et que je te mets un point là, si je te dis quel point est supérieur à quel autre point, bah, ça va dépendre de comment tu regardes, dans quel sens, tous ces trucs-là, tu vois. Genre, c'est dialectique. Ah, c'est dialectique. Et donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois le monde. Et donc, ce qu'explique Bobati dans son bouquin, c'est que, concrètement, t'as, du coup, quand tu fais une transition de genre, techniquement, transfuge de classe, mais de classe de genre. C'est-à-dire que, au lieu de faire un transfuge de classe classique, donc à savoir passer de bourgeois à prolétaire, ou de prolétaire à bourgeois, c'est-à-dire ascension sociale ou perte de classe sociale, et ben ça va faire la même chose, mais du point de vue du genre. Et donc en gros, concrètement, quand tu es une femme trans, tu vas plutôt perdre des privilèges, enfin en tout cas davantage de privilèges, alors que par exemple un mec trans va pouvoir en regagner. Tu vois. Genre, c'est tout le propos, pour le coup, de transfuge de classe, de si je dis pas de bêtises. Faut savoir que je ne l'ai pas lu. Je l'ai prêté à quelqu'un et je sais plus où il est. Et du coup, je l'ai pas encore lu. Genre, moi, tout ce que je sais, c'est genre les gens qui l'ont lu, avec qui j'en ai parlé et qui me l'ont expliqué, hein. Je suis pas non plus. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai, mais le gros oubli du coup du travail de Bobati, le gros oubli qu'il y a à travers ce truc-là, c'est justement la question de la race sociale. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est surtout vrai quand t'es blanc. Euh, quand t'es racisé, c'est vachement moins juste. Genre, le fait est que, par exemple, tu vois, quand t'es, admettons, un arabe, mais un arabe transmasque, et bah, sur le plan de la répression, sur le plan de la répression policière, sur le plan de bah, pas mal de choses, en fait, c'est plus si clair que ça, en fait. Genre, ça marche beaucoup moins bien. En fait, l'analyse de Boati, elle est bien, mais elle est bien dans un certain prisme. Et si tu oublies pas la moitié du problème, qui est d'autant plus que, bah, je suis désolé, mais tu peux difficilement distinguer in fine comment est-ce que le genre est défini et comment est-ce que le genre s'est construit et s'est structuré au fur et à mesure des années, de justement la dimension coloniale aussi. Genre, pour le coup, c'est vraiment 2 choses qui ont évolué conjointement de façon très forte et qui se sont apposées de façon globale, de façon aussi pas simultanée et pas partout pareil, mais avec beaucoup de liens et de connexions qu'il faut être capable de comprendre. Euh, et donc voilà mon avis sur Bobati. Voilà. Si vous voulez avoir un avis un peu plus construit autour de ce truc-là, tu vois, genre... Est-ce qu'un homme trans gagne en privilège sur l'axe homme-femme mais perd sur l'axe cis-trans? Bah, en fait, pour moi, l'axe cis-trans, c'est pas un axe autant que les axes dont je vous ai parlé par rapport à ça. Pour moi, le fait d'être trans, c'est avant tout l'idée d'avoir une transgression dans ce qui est censé être les classes de genre, en fait. C'est surtout ça. Que ce soit quand t'es trans-femme, trans-masque, non-binaire, tout ce que tu veux. C'est surtout par la transgression et par la remise en question d'un ordre patriarcal que tu te retrouves être trans. C'est avant tout de par ce truc-là, tu vois. Donc pour moi, je mets pas un axe cis ou trans. Par contre, les hommes trans sont des hommes minorisés. Ça, oui, tu vois. Genre, c'est tout comme d'ailleurs les femmes trans, c'est pas juste des femmes comme les autres. C'est des femmes qui sont minorisées.
C'est des femmes qui sont marginalisées d'ailleurs à plein de niveaux, tu vois. Genre, par exemple, un parallèle que j'utilise qui fonctionne pas très bien, mais qui fonctionne bien sur deux, trois trucs, c'est par exemple le parallèle entre les femmes musulmanes, où ça se voit, à savoir les femmes voilées, et les femmes trans. Et ben, on va plus être perçu comme étant merde, des genres de sous-femmes que comme étant genre autre chose. C'est-à-dire qu'on va nous interdire de faire du sport, on va nous interdire de nous approcher des enfants, on va nous interdire de... etc., 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 tu vois. Donc en fait, un mec trans, c'est pas non plus... Je suis pas en train de dire, genre, un mec trans égale un mec cis, tu vois. C'est pas aussi simple que ça. Ça reste quand même des mecs qui connaissent des difficultés spécifiques à leur transidentité et dont la masculinité va être remise en question. Mais comme la plupart des hommes minorisés, tu vois. Ça va aussi être vrai, par exemple, pour des mecs totalement cis, mais homosexuels. En fait, être un mec gay, c'est déjà être un mec minorisé, tu vois, dans le rapport social. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, femme musulmane et trans, il est précis. Bah, surtout parce qu'en France, c'est les deux ennemis de la nation quand tu parles de femmes, en tout cas. Genre, pour le coup, du coup, ils tentent de nous exclure d'à peu près des mêmes, des mêmes milieux, quoi. Je sais pas, c'est très clair ce que je raconte, hein. En tout cas, moi, c'est la vision des choses que j'ai. C'est une vision des choses. Si vous cherchez des ressources, c'est issu de ce qu'on appelle le marxisme trans, concrètement. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à aller capter les ressources qui sont par rapport à ça. N'hésitez pas à aller checker le travail de Bobati, par contre. Genre, c'est pas parce que on peut avoir une critique sur cet axe-là que c'est pas intéressant et qu'il a pas fait un vrai travail sociologique concret et important. Genre, par exemple, ce que Bobati a mis en évidence et qui est hyper intéressant aussi, tu vois, c'est la sociologie par rapport, justement, chez les Blancs, entre la différence que tu as quand t'es transmasque et quand t'es transfemme. Et il y a des vraies différences sociologiques importantes, en fait, qui expliquent des tensions qu'on peut connaître au sein de la communauté LGBT, tu vois. Genre, il y a des tensions, par exemple, entre ce qu'on pourrait appeler la communauté queer et la communauté trans, parce que c'est pas vraiment la même chose. Et c'est des tensions qui viennent aussi de la sociologie, tout bêtement, en fait. Genre, de par non seulement cette dynamique-là de levier un peu où du coup, il n'y a pas le même rapport forcément social du coup dans l'évolution par rapport à la transidentité, mais aussi tout bêtement en termes de classe sociale, en termes de niveau d'études, en termes de plein de trucs assez précis qui derrière font qu'on en est là où on en est aujourd'hui, tu vois. Et moi, du coup, c'est un truc que je relie avec ce que je pourrais appeler des dérives un peu libérales qu'on peut retrouver dans la communauté plus queer, là où, du coup, plutôt chez les trans, en particulier chez les transfemmes, on a tendance à être beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus marxiste sur certaines questions. Ça vient pas de nulle part. Pour moi, c'est pas juste une question de comment est-ce que les identités se sont construites, nanani, nanana. C'est aussi lié, en fait, tout simplement à un rapport de classe sociale. C'est quoi la différence entre cuir et trans pour toi? Ce serait très compliqué à parler de ça, mais cuir, moi je parle de cuir en tant que. Là, je te parle vraiment de l'idéologie cuir, qui sont les gens qui se revendiquent de ce truc-là, tu vois, et, euh, et la communauté plus spécifiquement trans. Mais enfin, il faudrait vraiment que je fasse un React entier dédié à ça, tu vois, faudrait que j'en parle vraiment plus en profondeur pour expliquer ce que moi je dis comme différence par rapport à ces trucs-là. Mais surtout que, en fait, la vérité, c'est qu'au sein de Queer, il y a beaucoup de penseurs qui sont pas tous d'accord les uns avec les autres. C'est le bordel, hein, qu'on se mette bien d'accord, c'est surtout et avant tout le bordel. Euh, mais la différence, elle est même pas tant en termes de communauté, tu vois, parce que souvent c'est des communautés qui se recoupent et qui se mélangent, que vraiment en termes de comment penser le genre, comment penser derrière, ben, justement la transitude. Parce que du coup, voilà, nous on essaye de dépasser la question de l'identité, et du coup on va plutôt chercher d'autres termes, par exemple. Donc il y en a deux qui sont un peu, on va dire, privilégiés. Euh, c'est transsexuation et transitude, concrètement. Qui, en fait, du coup, sortent de la question de l'identité et montrent qu'en fait, c'est plus un rapport social au sein du patriarcat, en fait. Genre, tu n'es pas... c'est pas la transidentité, genre, tu t'identifies pas en tant que trans, c'est plutôt genre, la société te traite comme une personne trans. C'est ça la transitude. C'est beaucoup plus un rapport qui n'est pas forcément un truc lié à du choix ou à du libre arbitre, c'est beaucoup plus un truc qui est lié en fait à la position sociale concrète que tu as au sein de l'organisation sociale. Est-ce que je suis contre la bordélisation queer? Bah en fait, justement, moi je suis un peu critique de la pensée justement plus, on va dire, au queer libéral, c'est-à-dire queer individualiste, on va dire,
qui a tendance à faire une démultiplication d'identités. Là où, pour moi, il faut plutôt penser les choses en termes de dynamique concrète et de dynamique sociale. Enfin, de comment, enfin, encore une fois, d'organisation concrète de la société, quoi. Mon distinction, c'est que les personnes trans pensent le genre de manière plus individuelle, tandis que les personnes queer inscrivent leurs questions d'identité dans le contexte social actuel. Bah, je pense exactement l'inverse. Pour moi, genre, dans les identités queer, ça va être beaucoup à base de démultiplier les identités individuelles. Genre, par exemple, tu vas te définir comme étant aro, ace, demi-girl, queer et pan germanien, non, sexuel. Alors que quand tu penses le monde de façon plus matérialiste, c'est pas la question première, la question de tes identités en fait. Genre, c'est surtout et avant tout la place que tu occupes, encore une fois, au sein de l'organisation sociale. Donc, non, pour moi, la question de la transidentité, justement, elle est pas individualiste. Parce que justement, en tout cas chez les transfemmes, tu peux pas ignorer la part de classe sociale que toi t'as, étant donné qu'en fait, tu perds ton taf, tu perds tous les avantages que tu peux avoir liés au fait que tu peux avoir une famille qui peut t'aider à gérer des trucs ou quoi que ce soit. Et donc, pour moi, justement, il y a une vision beaucoup moins binaire où en fait, les personnes trans, nous, on est littéralement obligés de faire communauté parce que sinon, on meurt ou on finit à la rue. Ce qui est moins vrai dans certaines communautés queer. Mais ce qui reste vrai dans plein de communautés queer, on va pas se mentir. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt cette vision-là. Moi, je comprends pas la take de passer au-dessus du genre et de refuser de parler d'abolition du genre. De quoi? J'ai dit ça là? J'ai une take sur l'abolition du genre, mais ça je l'ai dit il y a longtemps. Et genre aujourd'hui je pourrais être plus précis sur la question, mais parce que abolir le genre, oui, en tant que système de domination. Évidemment, c'est ça le principe, c'est ça l'intérêt du. C'est comme on veut abolir la bourgeoisie, parce qu'on veut aussi abolir le prolétariat, parce qu'on veut qu'à la fin il reste plus qu'une seule classe. Oula. Les Pardon. Désolé, j'ai lancé la vidéo sans faire exprès. Bon bref, voilà, en tout cas, petit point théorique sur comment est-ce que moi je pense les choses. Petit retour aussi sur du coup la question qu'on m'avait posée l'autre jour. Et petite précision du coup concernant la question de qu'est-ce que ça veut dire concrètement transsexuation ou transitude. Transsexuation, vous voyez, c'est comme pour parler de personnes sexisées, tu vois. C'est pas pour dire que genre les femmes c'est des femmes parce que c'est des femmes parce qu'elles s'identifient comme des femmes ou parce que genre c'est des femmes biologiques ou je sais pas quoi. Sexisé, ça veut dire que la société a imposé le féminin sur cette personne. Tu vois ce que je veux dire? T'es sexisé, tu vois. C'est comme la différence entre plein d'autres trucs. Bon, voilà, en tout cas, c'est reparti pour la vidéo. Les réactions n'ont pas tardé, me rappelant à l'ordre. Il faudrait parler de tout sauf de misandrie raciale. Car la misandrie, le fait de détester les hommes, pour certaines féministes qui s'en revendiquent, est un moyen de contrer la misogynie des sociétés patriarcales. La misandrie ne tue pas, alors que la misogynie, oui. Et je le comprends. Je comprends ces réactions. Et je comprends aussi qu'elles ont une lecture partielle du genre. Après, assez souvent, quand il y a des gens où le top du max de leur féminisme, c'est d'être super misandre, souvent t'es en mode, oui, bon. Genre, si tu veux, si ça te fait kiffer, y a pas de souci, tu vois. Genre, est-ce qu'on peut passer à autre chose derrière, tu vois. Genre, d'autant plus que moi, j'avoue que les discours misandres, effectivement, c'est pas, ça tue pas comme la misogynie, etc. Vous connaissez le discours. En attendant, c'est quand même un sacré frein quand tu veux parler de justice transformatrice. D'autant plus que, bah oui, effectivement, tu fais bien de le noter ça, Poumix. Quand t'es trans, bah parfois t'as des meufs qui sont extrêmement misandres et vu qu'elles te perçoivent un peu comme un mec, bah en fait elles vont juste te détester. Euh, Et du coup, en fait, oui, effectivement, dans la détestation un peu débile, bas du front qu'on peut avoir des mecs, non seulement ça sert à rien politiquement, ça va pas très loin, tu vois, mais en plus ça peut être un vrai obstacle quand tu essaies de raconter des vrais trucs. Et en plus, c'est génial parce que ça arrive à être utilisé pour être transphobe dans les deux sens. Genre, du coup, par misandrie, du coup, tu vois, genre, tu vas détester concrètement les hommes cis et les femmes trans. Par contre, vu que tu peux pas cancel tout à fait les mecs trans, bah en fait, du coup, tu vas quand même être misogyne bizarre et tu vas quand même dire non, mais c'est pas pareil. Ce qui reste, genre, un enfer, hein, d'ailleurs, au passage. Genre, parce que, bah, en fait, désolé, mais c'est littéralement transphobe. Hein. C'est-à-dire que de dire, oui, en fait, les hommes trans, c'est des hommes, mais j'en attends un peu plus d'eux, quand même. Hein, parce que, voilà, en fait, leur socialisation primaire, c'est un peu débile comme façon de penser. Mais alors, je sais pas pourquoi ça passe beaucoup mieux chez les mecs trans que chez les femmes trans. C'est-à-dire que, genre, c'est tout à fait normal pour tout le monde de dire que les mecs trans, c'est un peu des mecs un peu plus soft. C'est un peu des mecs un peu moins problématiques. Et du coup, bah désolé, mais par effet de levier, littéralement, t'es en train de dire que les femmes trans, du coup, c'est des femmes en plus problématiques.
Littéralement. Et c'est ça aussi le problème des discours misandres et de la diabolisation débile de la masculinité, tu vois. Mais ça tombe bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour ma part, je ne souscris pas au récit classique du genre. On naît avec un sexe dit féminin, donc on est une femme. On naît avec un sexe dit masculin, donc on est un homme. Pas parce que je me crois en dehors de ce récit, mais parce qu'il ne m'a jamais reconnue. Comme l'écrit le philosophe Charles Mills, le contrat racial ne nous inclut pas d'emblée dans l'humanité, qui équivaut en fait à la blanchité. Et encore moins dans ces catégories de genre. Avant d'être femme, avant d'être homme, avant d'être non-binaire, on est noir, on est racisé. D'ailleurs, ça se voit aussi quand tu regardes un petit peu c'est quoi les... Vous vous rappelez des os humains? C'est ce truc qu'on avait là jusqu'à il y a vraiment pas longtemps. Genre, il y en a encore eu dans les années 80. Ouais, les os humains là, les moments où on enferme des gens et on... pour les montrer comme ça aux gens. Bah, basiquement, c'est typiquement un très bon moyen de faire passer les noirs pour des animaux, hein, tu vois. Et littéralement, du coup, à l'époque, ils avaient fait un truc, je sais plus comment s'appelle cette dame, mais ils avaient ramené une meuf d'Afrique. Et ils étaient en mode genre, waouh, regardez, elle a des proportions de malade et tout. Et ça a vraiment été un truc qui a nourri, turbo-nourri, les clichés racistes envers les femmes noires, qui du coup étaient perçus comme des genres d'animaux, basiquement. C'est là le point de bascule. La race elle-même devient un genre à part entière. Ce que j'appelle genre ici, ce n'est pas seulement la répartition sociale construite entre hommes et femmes. C'est le système de lecture et de classification des corps par les États, par le capital, par les institutions, qui attribuent des places différentes selon les couleurs de peau, les appartenances raciales, Il avait du scalipiche, c'est ça. les assignations coloniales. Et dans ce système, la noirceur, par exemple, dérange. Elle est excédentaire, inclassable, elle produit des corps trop perçus comme menaçants, désirables. Oui, mon corps il est menaçant. Bouh, bite, zizi, bibit, bit, bit, zizi. Et La menace. indésirables à la fois. En tout cas, ça commence très bien comme vidéo, hein, je dois dire. Bonjour, je suis Douce Dibondo, je suis écrivaine, autrice d'essais et de poésie. Cette vidéo est la première d'une série de 3 cartes noires où je partage et décortique des idées autour des décolonialités, du queer et de la noirité. Donc, pour mieux penser cette spécificité, je pars des théories queer en analysant comment celles-ci partent de la subjectivité pour se définir, ce qui est plutôt normal. Dans ce champ, la subversion, Ouais, c'est ça qui va être la différence, du coup, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, entre les théories plus queer et les théories plus transmatérialistes. C'est-à-dire que les lectures plus queer vont plutôt partir de l'individualité et de l'expérience personnelle d'un individu, d'où la naissance d'identité, etc., etc. Alors que moi, je vais plutôt penser la position sociale au sein de l'organisation capitaliste, patriarcale et raciste. Et je vais pas, du coup, c'est vraiment pas, tu pars pas du même angle en fait, tu pars pas de la même, de la même façon d'analyser quoi, la même, que c'est quoi déjà le mot déjà pour parler de ça? Il y a eu un débat de con à gauche autour de ça. La même épistémologie, voilà, c'est ça. la dissidence, la désobéissance face aux normes, passe souvent par la sexualité, le désir, donc à une certaine forme d'individualité. Le genre Bah, et moi aussi, un autre problème que j'ai avec les théories queer, c'est que souvent, ça part trop de base de la sexualité, alors que moi, je parle vraiment d'organisation et de relations sociales. Genre, typiquement, l'homosexualité, c'est pas de la sexualité. Genre, pour moi, n'est pas gay un mec qui s'est déjà fait enculer. Hein. N'est pas gay un mec qui a sucé la bite d'un pote une fois pour savoir, tu vois. Gay, c'est vraiment, genre, le fait de relationner avec des hommes de façon publique, d'essayer de construire des relations sur le temps plus long, parfois des relations qui s'approchent très fort de l'hétéronormativité, parfois beaucoup moins, etc., etc., etc. Genre, pour moi, c'est pour ça que, tu vois, genre, c'est pas tant que ça lié à la sexualité, et en vrai, ça rejoint pas mal, bah, même les théories, enfin, ça rejoint pas mal la vision même plutôt concrète de ce qui s'est passé réellement, parce qu'en fait, dans l'histoire, les mecs qui se font enculer, ou les mecs qui enculent d'autres mecs, n'ont pas toujours été perçus comme gays. Genre, pour le coup, c'est vraiment pas une construction qui est tant sexuelle que ça. genre y est pensé avec ce prisme de l'identité, même si on y retrouve aussi des approches politiques matérialistes. Et cet accent sur l'individualité est logique. Historiquement, les personnes blanches, en tant que groupe social, n'ont pas été confrontées à une négation pure et dure de leur subjectivité. Elles n'ont pas subi la déshumanisation, le statut de non-personne et celui juridique de bien meuble dont parle Charles Mills.
Les personnes trans, non-binaires, queer, subissent l'oppression cispatriarcale qui les relègue au rang de déviantes, de sous-personnes, mais elles existent tout de même. Ça, c'est un point très important. Voilà, parce que je fais des parallèles à des moments, mais il faut toujours comprendre que ces parallèles, ils ont toujours des limites, et ça en est une très grosse. Elles bénéficient du contrat racial qui s'est fondé sur la séparation. Blanc égale personne, racisé non personne. Or, si on veut mieux décortiquer les rouages du racisme, il nous faut procéder non pas à une subversion, mais à une inversion. Voir le genre comme une des composantes de la matrice de la race et comprendre comment l'État racial modèle le genre en fonction de ses politiques de division, d'utilisation et de hiérarchie des corps. Pour les personnes noires, au fondement de C'est ça, revenir vraiment à l'organisation sociale. nos corps se trouve d'abord la déshumanisation. La distinction de genre ne rentrait pas vraiment dans l'équation. Hortense Spillers l'a écrit dans Mama's Baby, Papa's Maybe. L'esclavage a arraché aux personnes noires leur genre au sens classique, ne laissant que de la chair, the flesh. La chair noire a été mise à nu, disponible, hors humanité. Les théories racialistes occidentales des 16, 17 et 18e siècles nous ont caractérisés avec les attributs de la féminité. Les Noirs sont indolents, Genre, ça, c'est un truc qui s'observe très concrètement, par exemple, dans le rapport à la parentalité, tu vois. paresseux, émotifs, infantiles. Et c'est par la race que nous avons été placés en deçà des femmes blanches, du dit faible. De nos jours, peu importe que l'on soit dissidente du genre ou pas, notre vécu se rattache à une condition noire qui nous devance. Dans le regard blanc, cette condition présuppose une certaine hétéronormativité, voire de l'hyperféminité ou de l'hypermasculinité. Ou à l'inverse, la remise en question de la féminité des femmes noires ou arabes, où c'est pas vraiment des femmes, genre on va se dire qu'elles sont plus agressives, qu'elles sont plus ceci, qu'elles sont plus ce que tu veux, tu vois. Il y a écrit dans ces hypergenres se loge un paradoxe dont le racisme a le secret. Les femmes noires subissent la misogynie noire. Une misogynie particulière envers elles qui est à l'intrication entre racisme et sexisme. Hyperféminines ou non, elles sont accusées de virilisme et d'agressivité, donc d'un manque de féminité. Littéralement un troisième œil. Ces J'ai mis les boucles d'oreilles troisième œil en plus aujourd'hui, donc je devrais en faire plein normalement. suspicions cachent en fait une sorte Contrairement à quand je mets les boucles d'oreilles furax, que je mets quand j'ai envie d'abattre. de transphobie couplée à de la misogynie noire. La désirabilité Ah bah et ça, je vous conseille du coup d'aller voir notre première interview avec Lady Virgule, où bon, on n'a pas de temps abordé encore ce sujet-là que ça, mais ça va venir, promis. des femmes noires est refusée dans l'espace social, mais leur hypersexualisation est surexploitée 4 yeux avec les boucles d'oreilles? Bah 6 en fait, parce que quand t'as des lunettes, t'as déjà 4 yeux techniquement. dans l'imaginaire Je suis une araignée. culturel. Le genre femme/noire n'est jamais aligné sur le genre femme/blanche. Là où la féminité blanche, tautologie, vous avez dit, est idéalisée, protégée, la féminité noire est suspecte et nigrée, rendue nègre, donc invalide. Mais cette féminité noire est aussi confrontée à une misogynie d'État. Contrôle du ventre des femmes racisées, chasse aux mères pauvres et précaires, suspicion d'une mauvaise éducation et suppression des allocations familiales, etc. etc. D'ailleurs, moi, ce paradoxe-là, et ça pour le coup, c'est plutôt un truc que j'ai été chercher chez les cuirs, hein, j'en parle souvent comme étant la dualité monstre repoussant slash fascinant. Parce que du coup, pour le coup, c'est un truc, genre en tant que femme trans, on le vit tout à différents niveaux, quoi. C'est que, soit, en fait, quoi qu'il arrive, t'es un monstre. Genre, ça change pas. Par contre, il va y avoir une espèce de rapport repoussant à toi, avec le même niveau qu'un rapport fascinant, en fait. Et genre, c'est un rapport qu'on a avec la plupart des monstres, en vérité. Hein. C'est-à-dire que, genre, que ce soit des monstres mythologiques, que ce soit des monstres, genre... la définition de monstre, genre, en fait, a en son sein déjà cette dualité entre le côté repoussant et le côté fascinant. Mais du coup, quand tu l'appliques sur des gens concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait que les meufs trans, elles ont autant de chances d'avoir des mecs qui les suivent dans la rue pour pouvoir les tabasser, que de mecs qui vont la suivre dans la rue pour savoir où elle habite pour fouiller ses poubelles. Parce que dans un cas, elle va être repoussante, et dans l'autre cas, elle va être fascinante. Mais en fait, ces deux personnes, elles sont pas
les deux extrêmes d'un opposé, en vérité. C'est pas genre, il y en a un qui adore les trans et l'autre qui les déteste. En fait, les deux, ils ont à peu ou prou le même fétichisme, mais qui va juste s'exprimer dans deux dimensions différentes. Les hommes noirs, eux, sont victimes de violences Ah oui, bah policières. rien que l'étymologie de monstre, elle est bien. Mais c'est pour ça que j'aime bien ça, tu vois, genre que je fais référence à ce truc-là de monstre, le fait de montrer, le fait de... Enfin, il y a vraiment tout un truc... moi, je trouve que ça marche trop bien. Genre, je devrais kiffer Del Toro. Ah bah j'aime beaucoup Del Toro, ouais. Je suis juste en colère contre lui à cause du premier film Hellboy, mais ça finira par me passer. Et étatiques du fait de leur race et de leur genre, perçus et construits comme dangereux. Mais ils sont aussi des objets de désir. Puis le problème que j'ai avec Del Toro, si on pousse un petit peu la critique que j'ai, donc si vous savez pas qui c'est un réalisateur de films qui a entre autres réalisé du coup les deux films Hellboy. Il a aussi fait comment ça s'appelle? Il a aussi fait Pacific Rim, vraiment un film de baiser. Il a fait le Labyrinthe de Pan aussi. Il a fait le truc avec un homme poisson là qui baise une meuf. Il a fait Pinocchio qui est excellentissime récemment. Euh... Alors, le problème que je peux avoir avec du coup Del Toro, c'est que. Shape of Water, merci, c'est la forme de l'eau. C'est que justement, il a ce rapport très mec, cis, blanc, hétéro à la monstruosité. C'est-à-dire que la monstruosité chez lui, ça reste quand même un truc extérieur. Genre, c'est pas dans le rapport profond, fondamental que t'as, tu vois, genre, au reste du monde. C'est-à-dire que lui, il va te parler des monstres, il va essayer de te montrer leur histoire mais il te met pas vraiment dans leurs chaussures. Et genre, du coup, pour moi, ça a tendance à parfois être un peu fétichisant vis-à-vis de ce qui est censé être la figure du monstre. Et on m'a dit, c'est quoi le problème avec le Hellboy de Del Toro? Bah, je dirais que c'est déjà, moi, de base, je suis assez fan des comics. Et du coup, j'ai toujours un peu ce truc de. Je trouve que c'est pas très bien adapté. Et l'autre problème que j'ai, c'est que Hellboy, c'est un énorme incel, les gens. Genre, dans ce film, il y a Hellboy. Hellboy qui est quand même censé avoir normalement 90 ans et qui est censé, genre, avoir déjà normalement un bagage de maboule en termes d'enquêteur. Normalement, Hellboy, quand tu commences l'histoire de Hellboy, il est censé avoir déjà un maximum d'expérience, hein. Et là, dans ce film-là, c'est juste un adolescent perdu, hyper cringe, qui stalk une meuf. Meuf qui, dans la BD, n'est même pas le début de la moitié d'un love interest, hein. C'est juste un personnage, hein. Un personnage vachement important d'ailleurs, beaucoup trop important pour être juste un love interest. Donc, le premier film Hellboy. En plus de ça, c'est juste un espèce de dégueulasserie pleine d'effets 3D avec genre des tentacules en 3D aussi moches que genre vraiment les hentai 3D les plus dégueulasses. C'est vraiment une catastrophe. Non, le premier film Hellboy c'est vraiment vraiment cata. Le second est beaucoup mieux et respecte beaucoup mieux l'ambiance et ce qui est censé être Hellboy. Mais moi je suis une turbo baiser de Hellboy les gens. Attendez. Attendez. Oui voilà j'aime bien Hellboy quoi. C'est-à-dire que c'est une série de BD à laquelle je tiens un peu. Alors, normalement, j'en ai 5, mais il y en a un qui est dans la chambre de loup. Putain, c'est lourd, sa mère. Et alors, justement, ouais, je flex mes éditions de luxe. J'ai commencé à me les racheter depuis que je gagne de l'argent. Avant, parce que moi, genre, je vous ai déjà raconté, mais j'ai déjà dû vendre, genre, les trois quarts de mes BD à l'époque où financièrement c'était une galère. Du coup, là, je peux enfin me refaire une collection. Et du coup, genre. Ah! Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur absolu. Et c'est tellement, tellement beau et bien dessiné, Hellboy, genre. C'est ouf, hein. Vraiment, genre, la BD est ouf. J'ai pas encore Hellboy in Hell parce que c'est le volume d'après et que les volumes coûtant super cher, je les achète à mon rythme. Quand même, faut pas déconner, je m'en achète un par mois, faut pas non plus. Mais du coup, j'aime trop Hellboy. Et justement, pour rejoindre ce que je disais par rapport à ma critique de Del Toro, ce que j'aime particulièrement dans Hellboy, c'est que bah, dans Hellboy, tu suis un monstre. C'est même pire que ça. Tu suis un monstre qui est littéralement la bête de l'apocalypse. Genre, le principe de Hellboy, c'est que Hellboy est la créature qui va détruire le monde. Lui, il veut pas de ça. Il est en mode niquer votre prophétie. C'est hors de question que je fasse ça. Mais de fait, c'est la bête de l'apocalypse. Tout le monde est conscient de ça. Tout le monde le voit comme ça. Et du coup, c'est la bête de l'apocalypse. Et du coup, t'as vraiment ce rapport au monstre dans le sens où bah, Hellboy, c'est littéralement un monstre qui chasse des monstres. Genre, c'est un petit démon qui s'est fait recueillir par le gouvernement américain pour en faire un enquêteur du paranormal qui va ensuite aller, genre, essayer de résoudre des problèmes avec des monstres qui souvent sont incompatibles avec les humains et du coup, il finit par, une fois sur deux, les buter, tout simplement. Et bah, évidemment, c'est un truc que lui, il finit par remettre en question assez fort quand même parce que il y a la question du coup de l'intégrationnisme à l'intérieur de ça. La question d'accepter ses racines tout en remettant en question ce qu'il peut y avoir derrière. Et c'est trop bien.
Genre, enfin, moi, en tant que personne trans, et du coup avec un rapport à la monstruosité, ça m'a énormément parlé, je dois dire, Hellboy. Et genre, peut-être un jour, je ferai une de mes futures vidéos essais où il faut que je parle de ce genre de truc. Je ferai un truc sur Hellboy, parce que pour moi, c'est trop, 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 trop important. Genre, parce qu'en plus, Hellboy, tu suis différents monstres qui ont différents rapports avec la monstruosité, justement. Genre, par exemple, tu suis bon, Hellboy, du coup, qui est un démon, littéralement. Mais tu suis aussi, bah, par exemple, des personnes, genre, par exemple, le mec poisson a pas du tout le même rapport que Hellboy a sa monstruosité. C'est-à-dire que Hellboy, il est vu comme un monstre un peu classe, lui, il est vraiment vu comme un monstre bizarre. Genre comme un mec efféminé et qui en même temps est autiste. Alors que Hellboy, ça va peut-être un bourrin qui va jouer le rôle d'humain pour tenter de s'intégrer, etc., 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 etc. Ape Sapiens, ouais, c'est ça. Et puis tu peux aussi suivre une meuf qui, elle, pour le coup, pour moi, elle incarne beaucoup plus les personnes qui sont traumatisées, slash borderline, slash bipolaire, tous ces trucs-là, tu vois. C'est la meuf qui crache du feu, justement. Quel est le love interest dans le film, alors que pas du tout dans le livre. Qui aussi, en fait, a un rapport à la monstruosité, dans son rapport à la féminité. C'est trop bien. Vraiment, les gens, je vous jure, c'est trop bien, Hellboy. C'est le corps que la police surveille, que l'État incarcère, que les médias diabolisent. C'est aussi Attendez, on va revenir entière un et poil en arrière. étatique du fait de leur... etc. Les hommes noirs, eux, sont victimes de violences policières et étatiques du fait de leur race et de leur genre, perçus et construits comme dangereux. Mais ils sont aussi des objets de désir. C'est le corps que la police surveille, que l'État incarcère, que les médias diabolisent. C'est aussi le corps que l'on fantasme, que l'on Hellboy ou Berserk, je choisis pas, moi, ce genre de choses. C'est comme si tu peux racheter Devilman, si tu veux. consomme, que l'on réduit à une force, une menace. Hypersexualisation, criminalisation, précarisation. Être un homme noir, arabe, asiatique, rom, c'est être construit comme une masculinité trop ou pas assez. Une masculinité qui ne mérite ni respectabilité ni légitimité. Les hommes cisgenres, hétéros, racisés ont une expérience tout aussi genrée de l'exclusion et du racisme. Subir les violences étatiques, celles de la police, de l'emploi précaire, Ah, et puis, de toute façon, les rôles de base sont pas dingues, hein. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu c'est quoi la division autant raciale que sexuelle du travail, basiquement, dans l'imaginaire collectif, tu vois, mec racisé égale mec qui fait les poubelles ou qui fait Uber Eats, meuf racisée égale femme de ménage. Genre, tu peux pas dire genre lequel est le plus... Enfin, c'est un enfer dans tous les sens, tu vois. aussi des violences de genre dans l'espace public et social. Le genre femme/noir est indésirable contrairement à son pendant blanc. Le genre homme/noir est consommable contrairement à celui blanc. Alors que l'identité queer revendique une subversion du genre, la race, elle, l'incarne malgré elle. C'est pourquoi réduire le genre à une opposition homme/femme ou à une question identitaire individuelle ne suffit pas. Il s'agit d'une condition raciale à dénoncer et à dépasser. Ce paradoxe est analysé, disséqué par les chercheurs et chercheuses en Black Studies qui théorisent une double dimension du genre. D'un côté, le genre comme rapport social entre hommes et femmes, tel qu'on le connaît dans les théories féministes classiques. De l'autre, le genre imposé par l'État et le capital, qui distribue des statuts différents selon la race, façonnant en fait les expériences genrées singulières. Si les femmes racisées subissent une misogynie J'aime trop son style. C'est vrai que je me suis pas suffisamment arrêté sur le drip de cette meuf qui est incroyable. raciale, les hommes racisés subissent aussi une misandrie raciale, ou plutôt une misandrie noire lorsqu'il s'agit d'hommes. Et alors là, par contre, c'est beaucoup moins inoffensif, au passage, que la misandrie traditionnelle, on va dire, sur les blancs concrètement. Parce que pour le coup, tu peux difficilement dire que derrière la détestation des hommes noirs et des hommes arabes, il n'y a pas énormément de violences sous-jacentes qui littéralement tuent des gens en fait. Noirs, donc. Ces termes sont utilisés dans plusieurs articles et syllabus universitaires aux États-Unis pour montrer l'intrication du genre dans la matrice qu'est la race. Pour les masculinités racisées, je le répète, il ne s'agit pas d'une haine des femmes envers les hommes racisés. Il est question d'un système d'oppression. Ce système n'est pas une relation entre individus, mais une mécanique ascendante de l'État, la police, les prisons, les frontières, les médias.
L'incarcération de masse des hommes noirs et arabes en France, les contrôles aux faciès sur ces mêmes hommes, les meurtres policiers. Ouais, ce que je veux dire quand on peut remettre un poil en question quand même cette histoire de transfuge de sexe quand il s'agit de parler de personnes racisées. D'Adama Traoré, de la... Ouais, l'ambiance sonore est excellente. Quelques petits détails de montage où parfois les codes sont un peu chelous, mais sinon c'est une des meilleures vidéos d'Isaac Clippy en termes de réalisation. Lamine Dieng, de Naël, la suspicion permanente envers ces jeunes hommes témoigne de cette misandrie raciale. Il ne s'agit pas seulement de race, mais de genre. Car être un homme racisé, c'est être lu par l'État comme un genre menaçant à surveiller, à punir. C'est ce que David Eng et d'autres théoriciens appellent les racialized masculinities, masculinité racisée qu'on traduit parfois par subalterne en France. Mais attention, il ne s'agit pas de tomber dans des théories masculinistes de l'inversion de la responsabilité. On vous voit venir. Voilà, c'est pour ça que moi je suis un peu critique des discours qui tentent de parler de masculinité alternative et qui font même pas l'effort de voir quelles sont les masculinités qui sont actuellement là en fait. Et c'est des masculinités qui sont aussi définies par la race sociale en fait. Genre c'est pareil pour les féminités. Genre moi par exemple, j'aimerais bien faire un jour une série de vidéos sur les féminités. Et bah je vais pas juste faire genre alors en fait dans les féminités on a la femme traditionnelle, la femme puissante, la femme plutôt soumise. Non, tu vois, genre les féminités alternatives c'est quoi? Ça va être la féminité lesbienne, la féminité noire, la féminité arabe, la féminité trans, la féminité, etc., etc., etc. Et ensuite, peut-être que tu peux repenser du coup des façons de la femme sacrée, la femme minérale, bien sûr. CF, mon Wokedex sur l'Exocène. Cette misandrie raciale n'est pas équivalente à la misogynie. Les femmes noires et racisées subissent une double dimension, une double peine. Celle des structures de pouvoir, racisme, État, capitalisme, classisme, et celle des violences interpersonnelles, les violences sexuelles, machistes, commises par les hommes, qu'ils soient blancs ou racisés. Les hommes cis-hétéro-racisés, eux, sont pris dans cette tension, à la fois cible du racisme structurel et acteurs de la domination masculine. Ah si je devais donner un conseil sur cette vidéo aussi, ce serait de mettre un DSeur. Dans la sphère intime, familiale, sociale. Ils reproduisent les logiques patriarcales dans la famille, dans la division du travail domestique, dans la sexualité, tout en étant eux-mêmes soumis à une oppression raciale et de genre qui les disqualifie comme hommes selon la norme blanche. Trop de théories trans sont profondément focus sur les blancs et du coup sont très peu accurate. Je suis un peu d'accord en vrai sur le fond, ce qui est aussi pas mal le cas de pas mal de théories queer au passé. Après c'est pas pour dire mais moi dans les orgas transfemmes etc et tout, généralement on essaie quand même d'être assez carré sur ces questions-là genre. En fait, parler de la race comme genre, c'est refuser les dichotomies simples. Même les théories féministes, ah ouais, complètement. Mais c'est pour ça que moi je passe mon temps à dire que l'allié naturel de moi en tant que meuf trans qui tente de parler de matérialisme trans, c'est l'afroféminisme. Genre, sur le plan de pas mal, énormément de dimensions, genre, on se rejoint en fait sur beaucoup de choses. Il y a même certaines pratiques qui ont été littéralement construites en parallèle entre l'afroféminisme, le transféminisme, la théorie queer, etc. Ce n'est pas dire que les hommes racisés sont plus opprimés que les femmes racisées, ni l'inverse. C'est ça, c'est pas une question d'essayer de dire oh, du coup faut prioriser telle ou telle lutte. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Genre, ce qu'il faut comprendre, justement, c'est juste regarder ces dimensions-là telles qu'elles sont pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas une question de chercher la meilleure stratégie militante, je sais pas quoi. Hein. C'est reconnaître que le genre n'est pas une ligne unique de séparation. C'est pas une attaque? Ah non, mais non, je le prends pas comme une attaque. Hein. Genre, moi, je suis d'accord. Hein. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis beaucoup, hein, pour le coup, genre, que ce soit chez les queers, chez les personnes trans, on a un problème dans l'autosupport qu'on arrive à faire au niveau des personnes racisées, qu'elles soient trans, qu'elles soient gays, qu'elles soient lesbiennes, ce que tu veux. Mais la vérité, c'est qu'il y a le même constat exact aussi côté antiraciste ou quoi que ce soit, où en fait, au final, on se retrouve tous un peu bloqués, quoi. Et en termes d'autosupport, pour le moment, je trouve que le travail, il n'est pas encore tout à fait carré comme il faudrait que ça soit, tu vois. Homme-femme. Mais c'est un champ dynamique où la matrice de la race redistribue les places.
Genre les transmasques blancs universitaires JPP, ça me saoule que ce soit tout en d'autres pas. Bah, c'est pour ça que ma réponse, lorsqu'on m'a demandé ce que je pensais de Bobati, au lieu de rentrer dans les détails, j'avais juste répondu transmasque, en l'occurrence. C'est bon, pareil, transmasque et sociologue, c'est un peu redondant. Et les violences. Les femmes Je rigole, bien sûr, c'est une blague. racisées paient un prix double. Les hommes Je dis ça pour les commentaires YouTube. racisés subissent une misandrie raciale spécifique. Et dans les deux cas, c'est le racisme, la colonisation, la blanchité qui organisent la scène. La race est un genre à part entière. Elle déplace les frontières, elle révèle la violence des structures qui prétendent nous classer. Comprendre ça, c'est réinventer les luttes féministes, antiracistes, queer et décoloniales. Parce que, au fond, il ne s'agit pas seulement de dire qui est femme ou homme, qui est masculin ou féminin. Il s'agit de montrer comment le racisme fabrique des genres entiers. Exactement. Et c'est pour ça que je vous explique que notre lutte politique n'est pas une lutte autour des identités. Notre objectif, c'est pas de créer des identités et ensuite d'aller les imposer partout tels des colons. C'est de regarder concrètement l'organisation sociale. De vie à exclure, à exploiter, à consommer. Et c'est là que la lutte commence véritablement. Merci. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que si tu fais pas cet effort-là, en fait, genre, tu finis par avoir des politiques genre de féminisme blanc, libéral, insupportable, où tu finis par avoir des politiques antiracistes mignonnes, quoi. Genre, tu finis par avoir touche pas à mon pote, genre, c'est nul à chier, franchement. Genre, de la même façon que tu finis par avoir, les collectifs féministes auxquels je vais pas mettre de balles parce que j'ai la flemme de citer tous les noms, et puis on aurait trop. Donc, en vrai, moi, genre, je rejoins complètement le propos de cette vidéo, hein. Bien sûr, de toute façon, ça se voit, genre, quand je parle, je pense. Mais, genre, en tout cas, je trouve que c'est un sujet qu'il est vraiment temps de mettre sur la table. Et en l'occurrence, c'est ce qui essaye d'être fait aussi, genre, sans vouloir essayer de vendre mon orga politique. Mais tous ces discours-là aussi que j'ai eu et toute cette analyse, elle vient aussi, moi, des discussions que j'ai au sein de mon orga politique. Et c'est vraiment des questions qui sont importantes en ce moment à résoudre, je pense. Donc, je suis content qu'on ait pu avoir l'occasion de revenir un petit peu sur tous ces sujets-là. Je pense que ça va rendre fou pas mal de monde. Parce qu'en vérité, genre... la position marxiste, elle est pas ni unique, donc il y a déjà des dissensions au sein de ce truc-là, et en plus elle est pas du tout majoritaire, donc à mon avis il y a des gens que ça rend fou. Mais en tout cas moi c'est ce que je défends, et je pense que c'est comme ça qu'on devrait en tout cas organiser notre lutte, c'est comme ça qu'on devrait avoir une analyse, pour pas dire une analyse concrète d'une situation concrète. Mais bref, en tout cas oui, excellente vidéo, je suis très très contente que... Histoire Crépus, ça se diversifie aussi et que du coup ce genre de personnes puissent aussi avoir leur place et leur mot à dire par rapport à ça. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment très très contente. Du coup, les gens n'hésitez surtout pas à envoyer de la forte Histoire Crépus. Le lien est dans la description de la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Pour les gens du chat, je vous ai copié le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller la regarder, envoyer des datas, des stats, tout ce que vous voulez. La remater sans avoir moi qui... interrompt la vidéo toutes les 2 secondes pour avoir des précisions, parce que ça peut être ainsi intéressant maintenant que j'ai fait toutes ces précisions de revoir la vidéo au calme, au frais. En tout cas, c'était super intéressant. Moi, je suis hyper content qu'on puisse aborder ces sujets-là, d'avoir un support pour aborder ces sujets-là, avant que, moi, j'ai le temps de faire mes propres. Donc, c'est trop bien. Merci, Histoire Crépus. Trop hâte de voir les 2 prochaines cartes noires, du coup, de Douce Di Bondo, si je dis, bon, j'espère que je prononce bien le blaze. Et force à vous, franchement, force à vous, Histoire Crépus. Please collab. Vous êtes trop forts, hein. Encore une fois, moi, je ne rate aucune de vos vidéos. Donc, grosse force à eux. Et on en reparle de tout ça, les gens. On a encore plein de trucs à discuter par rapport à tout ça. Kiss, YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur abonnement, ton meilleur pouce bleu. À venir aussi sur le chat pour enrichir mon propos, slash me proposer des trucs, slash décider ce qu'on va regarder quand je fais des votes. Et avoir les trains du scam aussi sur YouTube. Vous savez pas c'est quoi les trains du scam? Putain, la honte. T'as la meuf qui culpabilise. Bon, allez, Kiss YouTube.